Joadra, elle est chez le médecin, et comme il y a beaucoup de monde dans le cabinet, elle pourra peut-être nous rejoindre, peut-être pas. Vous demandez également l'autorisation de rajouter 2 points à l'ordre du jour. Le temps de travail du NACEM, et une subvention, la subvention annuelle qu'on verse à la FAB. On est d'accord qu'on rajoute ces 2 points? Merci. Donc on va passer à l'ordre du jour proprement dit. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2015. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu? Oui, nous on en a. Alors, lors du dernier conseil municipal, je vous ai posé une question lorsqu'on a évoqué à point, notamment la maison chat. Et je vous ai rappelé la question que j'avais posée le 9 novembre, qui était de savoir s'il y avait déjà quelque chose, puisqu'on évoquait l'acquisition, enfin, le nouveau magasin que vous êtes en train de réaliser, multi-service. Et justement, j'attirais l'attention sur le fait qu'il n'était pas trop tard de changer d'avis. Donc, je vous avais posé la question de savoir si quelque chose avait déjà été fait, puisque j'avais entendu dire à plusieurs reprises dans le village qu'il y avait déjà un compromis de vente qui avait été signé. Donc, vous m'avez répondu. Vous m'avez demandé de savoir si j'avais signé un compromis. Je n'ai rien signé. Je ne suis pas au courant d'une cession. Voilà. Ça, c'est votre réponse. Donc, bon, je vous ai fait remarquer que vous en êtes sorti avec une tablette en évoquant la DIA, en jouant sur... je rappelle quand même à tout le monde qu'il y a une DIA. Une DIA, comme c'est précisé dans les textes, la DIA fait référence à l'acheteur, au prix, et en fait, le prix de vente, les modalités de paiement, les modalités de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur. En plus, du fait que vous adressez cette DIA et vous la signez, ça veut dire que c'est la commune qui renonce à préempter. Donc si ça, c'est pas une cession. Mais alors là, mon étonnement avec votre compte rendu, c'est de lire tout au bas de votre... le compte rendu qui est toujours agrémenté, on avait déjà demandé que ça soit dissocié, parce que, ou alors vous nous faites un compte rendu, et puis votre mot du maire, qu'on pourrait plutôt qualifier, vous devriez le renommer sérieusement, plutôt l'appeler à ma gloire. Mais enfin, vous terminez en disant, et faisons suite à une promesse de vente signée le 20/7/2015. Alors là, je vous demande, monsieur le maire, vous m'avez menti, ou alors je ne comprends rien, parce que si une promesse de vente a bien été signée le 20/7, lorsque moi, le 9 septembre, je vous demande si un compromis ou quelque chose a été fait dans le village, et vous me dites, je n'ai rien signé, je ne suis pas au courant d'une cession. Je ne suis pas au courant d'une cession. Et ça, je me suis quand même penché dessus hier en regardant la vidéo, et donc j'ai bien écouté, et je l'ai bien clairement, et je l'ai bien écouté, c'est la réponse que vous me faites. Après, vous me faites une réponse au niveau de la DIA qui est la même. Donc, je veux dire, comment voulez-vous qu'un conseil municipal aujourd'hui, si vous vous amusez à occulter des détails qui sont importants pour moi, puisque mon intervention tenait sur le fait que, pour moi, c'est un mauvais choix d'acquérir, de faire votre multiservice, si aujourd'hui on ne peut pas porter à l'attention du conseil des éléments, puisque vous nous les cachez, et encore, vous les cachez partiellement, parce que j'ai bien vérifié, maintenant je pratique comme vous, je tourne beaucoup dans le village et je discute avec beaucoup de monde. Et comme vous le savez, il y a un Rodemacois sur 3 quand même qui adore nous parler. Donc aujourd'hui, je sais que vos adjoints étaient au courant. Alors déjà, les adjoints, ils ont des compétences. Mais enfin, ils n'ont pas plus de compétences que les conseillers au droit de l'information. Alors je voudrais déjà bien savoir pourquoi on tient ces adjoints au courant d'une promesse de vente qui a été signée alors qu'on raconte le contraire au conseil municipal, et de quel droit vous nous montez, parce que ça c'est du mensonge. Donc, j'aimerais bien avoir votre version, parce qu'aujourd'hui, pour prendre des décisions dans un conseil municipal où le maire vous dit ouvertement « je n'ai rien signé, je ne suis au courant de rien », alors que vous l'écrivez, c'est vous ça aujourd'hui. Et faisons suite à une promesse de vente signée le 20/7, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors on doit croire quoi? Et on doit décider en fonction de quoi? Alors je voudrais bien entendre votre réponse,
mais vous dire quand même que, pour moi, après le coup du terrain à 500 €, où tout le monde a perdu la mémoire, heureusement on a la mémoire aujourd'hui, vidéo et sono de ces moments, moi je vais consulter aujourd'hui le sous-préfet et je vais lui demander aujourd'hui comment aujourd'hui peut fonctionner un conseil municipal lorsqu'on nous répond noir et qu'en réalité c'est blanc. Moi je suis désolé. Ou vous nous dites la vérité, vous répondez à nos questions. Si maintenant, parce que vous m'avez répondu, je dis ce que j'avais à vous dire. Et tout ça, le sous-préfet pourra le vérifier, puisque je l'ai sur DVD et je vais le lui transmettre. Donc à un moment donné, où je deviens sourd, ou je ne comprends plus rien. Ou alors vous avez l'explication miracle et je voudrais bien vous entendre là-dessus, monsieur le maire. Est-ce que tout le monde est d'accord pour approuver le compte rendu? Non? Non, pas nous. Donc 2 voix contre. Merci. On passe aux communications. Donc vous ne répondrez pas. Je passe aux communications. Le premier point de l'ordre du jour consiste à valider le compte rendu du conseil municipal. Le deuxième point consiste à vous faire part de communication et vous dire que vous informez que la signature de l'acte Start EPFL a été signée le 30 décembre 2015. Et là, je peux vous répondre. Les promesses de vente DIA, ce sont des actes constitutifs de la procédure d'acquisition, mais que l'acquisition est définitive à partir du moment où un acte est signé, et il a été signé le 30 décembre 2015. Le chantier, comme vous l'avez fait remarquer également, le chantier du multiservice a démarré ce matin, donc par la démolition de ce qui doit être démoli, et ensuite se poursuivra normalement. Et les réunions de chantier ont lieu tous les vendredis matins à 11 h. L'INSEE nous a également communiqué les populations légales à compter du 1er janvier 2016. C'est une population légale qui va servir à calculer les dotations de l'État. Et donc c'est une population qui est comptée au 1er janvier 2013, mais qui s'applique au 1er janvier 2016. C'est comme ça les nouvelles références entre deux recensements. Et la population légale de Rodemack est à 1135 habitants. Alors, ensuite, vous pouvez également consulter la revue qu'a édité le syndicat de la Bolène. On y apprend donc ce qui a été dit ici au conseil municipal, que la Bolène, le syndicat, a lancé une étude sur les têtes de bassin versants. Et également, à partir de 2016, auront lieu de travaux de pérennisation de l'entretien qui a été réalisé, ou l'aménagement qui a été réalisé dans les années antérieures. Et ça sera la première année d'entretien au niveau du syndicat de la Bolène. L'association des donneurs de sang de Boost et environ nous remercie donc pour notre aide à travers la mise à disposition du foyer et pour notre subvention. Et enfin, c'est une nouvelle qui m'est parvenue cet après-midi en mairie. La famille de 5 personnes de réfugiés albanais arrive donc à Rodemack dans le logement qu'on leur a loué à compter du 3 février prochain. En réalité, c'est des réfugiés économiques. Ce sont des réfugiés politiques, puisqu'ils ont obtenu le statut de réfugiés, donc ce sont des réfugiés. Voilà, donc ce n'est pas moi qui ai fait le choix, c'est l'État qui a fait le choix. C'est pas la guerre aujourd'hui. Là, ce sont des gens qui ont obtenu le statut de réfugié et qui vont arriver à Rodemack. Donc, quand j'en saurai plus, je vous en dirai davantage. Donc, ce n'est pas plus à l'heure actuelle. Voilà. Alors, révision du plan local d'urbanisme, choix du bureau d'études. Alors, ce dossier a été géré depuis quelques mois par la commission d'appel d'offres et aujourd'hui on arrive à la fin de la procédure et donc je vais vous faire part des éléments qui nous ont amenés à vous faire la proposition qu'on va vous faire aujourd'hui pour ce choix du bureau d'études. Alors la commission s'est réunie une première fois le 12 novembre
a réceptionné 4 offres dans des délais requis, à savoir Topos plus élément 5, qui est basé à Bernat-Miller, 67, l'atelier A4 à Metz, associé à Omnibus et Métis, ITB à Laxou, associé à Sandy Barbu, et OTE Ingénierie à Elkirch, associé à Territoire Durable Conseil à Alliange et à Jean-Christophe Bruat de Strasbourg. Alors, selon le règlement de la consultation, qui avait été envoyé à toutes ces sociétés, ces bureaux d'études, le choix sera effectué par la collectivité sur la base de la pondération des critères d'attribution suivants, à hauteur de 60% sur la base de la note méthodologique, à hauteur de 30% sur le montant de l'offre et à hauteur de 10% sur le délai de la mission. Et notre cahier des charges spécifie également que 3 autres sociétés seraient retenues après la première phase, donc, et participeraient donc dans un deuxième temps à une audition-négociation qui s'est elle-même déroulée le 18 décembre 2015. Alors, à la fin de l'ouverture des plis, le 12 novembre, avec l'aide de Mme Willem du conseil départemental, nous avons rempli cette grille pour l'ensemble des candidats. Donc, sur cette grille qui a été conçue par le conseil départemental pour l'ensemble des révisions de PLU du département de la Moselle, entre ligne de compte, les délais, comme je viens de le dire, au 10%, donc le délai que la personne se donne pour réaliser notre étude, et également le nombre de réunions qui sont proposées. Donc, A4 proposait 18 réunions, ITB également 18 réunions, Topos 16 seulement, et OTE 20 réunions. Non, Topos 20 et OTE 21, excusez-moi. La première colonne, ce sont les délais hors procédure, donc les délais de réalisation de notre PLU. Donc 18 mois pour A4, 18 mois pour ITB, 16 mois pour Topos et 20 mois pour OTE. Le nombre de réunions, donc ça donne un certain nombre de points. Donc tous les bureaux d'études de ce fait ont obtenu 7 points d'après la grille du conseil départemental et OTE 8 points et demi. Ensuite, le nombre de réunions A4 18, ITB 18, Topos 20 et OTE 21. Au niveau de la concertation, on a été amené à mettre des points en fonction des dossiers qui nous sont parvenus. Voilà, donc ça c'est le dossier par exemple d'OTE. Ensuite, la composition de l'équipe. Donc on a été amené à mettre des points avec l'aide de Mme Guillem. L'analyse du règlement, les esquisses qui ont été proposées, le nombre d'esquisses qui a été proposé. Donc là, pour la plupart, on a proposé 2. Et le dossier de synthèse également, suite au questionnement qu'on a été amené à envoyer au bureau d'études suite à cette première réunion. Ils nous ont répondu par mail. Et là également, on a été amené à leur donner des notes de 1 à 3. Alors, en cette deuxième phase de méthodologie, A4 a obtenu 51 points, ITB 49,9, Topos 45,9 et OTE 2,5, 50,1 pardon. Ensuite le prix, donc là également il y a une grille qui a été mise en place. Je vous donne un exemple. Si le prix de base est de 30 000, entre 30 et 35 000, 4,8 points. Si c'est entre 25 000 et 30 000, 6 points, etc. Entre 20 000 et 25 000, 4 points et demi. Donc ce n'est pas forcément le moins cher qui l'emporte parce qu'on considère que le coût, bien sûr, est fonction du nombre de réunions et du nombre de réunions publiques. Voilà. S'il y a moins de réunions, forcément
la prestation est moins chère, mais on considère que le travail n'est pas réalisé correctement. Ensuite, il y a une colonne pour une étude environnementale, donc qui se rajoute au prix de base. Également un dossier pour le CDPE-NAF, donc c'est une commission au niveau du département. Et ensuite une dernière colonne pour savoir si la commission, donc nous tous, si au bout de la procédure on considère qu'il devrait y avoir une ou deux réunions supplémentaires, à savoir si à ce moment-là ces réunions étaient gratuites ou occasionnées avec un avenant, un supplément. Donc pour A4, s'il y a une réunion supplémentaire nécessaire, c'est oui, il n'y a pas de supplément. Topos, il y a un supplément, et OTE, il n'y a pas de supplément. Donc cette partie prix donne 22,2 points à A4, 24 points à ITB, 20,4 à Topos et 25,2 à OTE. Donc au total de ces trois colonnes, A4 a un total de points de 80,2, ITB de 79,85, Topos de 73,25 et OTE de 83,84. Donc c'est OTE qui a la meilleure note. Donc en fonction de notre cahier des charges, c'est donc l'entreprise, le bureau d'études Topos qui n'a pas été retenu pour la deuxième phase. Donc les trois autres, on les a reçus ici même en entretien pendant 1 heure chacun. Et donc ils nous ont exposé ce qui pouvait faire la différence, en ce sens que chaque bureau d'études a grosso modo les mêmes prestations. Il peut y avoir une variation au niveau des réunions, donc du nombre de réunions, et il peut y avoir également des propositions complémentaires. Alors, suite à cet entretien, les personnes de A4 Omnibus Métis ne nous ont pas convaincus, n'ont rien proposé de supplémentaire ou de plus intéressant par rapport au dossier qui nous a été parvenu. ITB Laxou, il était déjà plus intéressant. Il a mis l'accent sur l'aspect juridique des choses, avec une formation personnelle dans ces domaines-là. Il travaille avec des juristes et des avocats. Sinon, le reste, c'était rien de transcendant par rapport à leur dossier préalable. Par contre, OTE, en plus de tout le reste, donc ce que proposaient les autres et ce qu'ils nous proposent dans leur dossier, ont proposé donc deux choses, même trois choses qui nous ont convaincus, à savoir qu'en plus de la concertation, des réunions publiques, des panneaux d'affichage, de sites internet que tout le monde propose, ils nous ont proposé donc de faire des réponses individuelles aux questions que les gens pourraient leur poser. Ils nous ont proposé également de faire des permanences ici le soir, en mairie, jusqu'à 21h, pour les personnes qui travaillent à journée, ce qui peut être intéressant. Et en plus du site internet propre, ils nous ont présenté un blog. Donc il y aurait un échange entre les habitants de Rodemack, le public et eux-mêmes. Et surtout, et ça a été pour moi un élément important, par exemple, je ne sais plus quel c'était, qui nous a présenté une sociologue pour diriger les réunions, pour animer les réunions. OTE nous a proposé un architecte du patrimoine. Et donc je pense que compte tenu du site de Rodemack, je pense que ça peut être un plus considérable de pouvoir travailler avec un architecte du patrimoine. Et donc au vu de tous ces éléments-là, la commission s'est réunie une deuxième fois le 18 décembre, et
a donc, comme je vous l'ai dit, on a reçu les 3 bureaux d'études, chacun pendant 1 heure. On a posé toutes les questions qu'on a voulu poser. Ils nous ont informés de ce qu'ils souhaitaient, comment ils souhaitaient pratiquer. Et après ces 3 heures d'entretien, on s'est réunis, on a délibéré. Et on vous propose donc ce soir de retenir le bureau d'études OTE Ingénierie, associé à Territoire Durable Conseil, paysagiste, donc c'est un paysagiste urbaniste à Hayange, et Jean-Christophe Bruat, architecte du patrimoine à Strasbourg. Alors en ce qui concerne les prix qui rentraient pour un montant de 3%, voilà, les prix sont grosso modo dans la même fourchette. A4, pour le prix de base, A4 est à 38 355, ITB à 31 575, donc topo je ne parle plus puisque c'est écrit dans la course, et OTE TDC Jean-Claude Bruat est à 39 915. Voilà. Pour ce qui est de l'évaluation, ils sont à 3 000, l'évaluation environnementale, ils sont à 3 758 qui se rajoutent, et le dossier pour le CDPE ENAF, 870 €. Donc là, pour l'étude environnementale, ça va de 4 890 pour A4, 3 800 pour Topos et 3 758 pour OTE. Et les autres, ça va de 1485 à 870. Donc, le prix de base, dans ce cas-là, serait de 39 915. L'étude environnementale, 3 758. Et le dossier pour la commission, 870. Alors vous allez me dire que c'est les plus chers, oui, parce qu'ils ont fait l'effort, ça doit un architecte du patrimoine, donc il faut le rémunérer. Et c'est également le bureau d'études qui va faire le plus de réunions. Et je pense, au compte tenu du site de Rodemack et des contraintes multiples qui existent, je pense que ça ne sera pas superflu. Voilà ce que moi je tenais à vous dire. Maintenant, si vous avez des questions à poser, posez vos questions, il y a peut-être des choses qui me reviendront. Est-ce qu'il y a un intérêt à tenir compte de l'architecte du patrimoine, compte tenu qu'on est quand même soumis aux ABF systématiquement? Alors, depuis un certain nombre d'années, on a essayé avec l'ABF de monter un projet de restauration des maisons. Comme mairie, on est un document qui disent, par exemple, telle maison, il faudrait faire ça, descriptif. Et jusqu'à maintenant, avec l'ABF, on n'a jamais réussi, parce que je pense personnellement que l'ABF ne voulait pas avoir de contraintes, voulait garder la main un petit peu sur chaque dossier ou chaque demande, et faire passer un peu ses idées. Alors la difficulté pour nous, c'est que malheureusement, ça change un petit peu en fonction de l'ABF. Ce n'est pas toujours les mêmes contraintes. La ligne directrice reste, mais bon, il y a des choses qui changent lorsque l'ABF change. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire depuis un certain nombre d'années, et on n'a pas réussi. Et on a pensé que, parce qu'avec cet architecte du patrimoine qui nous a été présenté, ils sont en train de réviser le PLU de Beach actuellement. Et cet architecte du patrimoine est en train de faire un cahier des charges qui va être validé par l'ABF. Ça veut dire qu'on aurait en mairie un document qui nous dirait maison par maison, voilà ce qu'il est permis de faire, voilà ce qu'il est conseillé de faire. Et lorsqu'après la personne se présente en mairie, il suffit de sortir ce document et on a tout de suite les conseils. Alors qu'actuellement, on peut lui donner des lignes directrices, mais on est obligé de lui dire, écoutez, attendez la réponse de l'ABF, parce que sur la couleur on n'est pas sûr, sur ça on n'est pas sûr, et sur ça on n'est pas sûr. Alors que dans le cas précis, on aurait, habitation par habitation, un descriptif de ce qui est autorisé. Et donc je pense que de ce côté-là, ça peut être intéressant. Entre autres, et bon, il y a d'autres choses qui pourraient sur d'autres plans qui pourraient nous conseiller. Mais rien que sur ce plan-là, je vous assure qu'en mairie, ça nous serait d'une grande aide. Encore il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu nous trouver. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mail à l'ABF pour qu'il nous donne une direction, avant que la personne nous fasse une demande, pour lui éviter de faire une demande et d'avoir un refus. Voilà. Alors que dans le cas précis, si on arrivait avec cet architecte du patrimoine et l'ABF, qui est partie prenante donc, de l'étude du PLU, si on arrivait à ce résultat-là, ça serait
serait déjà appréciable. D'autres questions? Donc ça, c'est la dernière étape de validation avant donc, le travail proprement dit, dès que le bureau d'études est choisi, un délai de rigueur de 2 mois, je crois, et ensuite il pourra se mettre au travail. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous propose 2 délibérations. La première consiste à choisir donc, le bureau d'études. Vu la délibération en date du 22 juin 2015, décidant de prescrire la réunion du PLU sur l'ensemble du territoire communal, vu le procès-verbal détaillant le déroulement de la procédure d'appel d'offres et l'analyse des offres sur proposition de la commission d'appel d'offres réunie les 12 novembre 2015 et 18 décembre 2015, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter la proposition du bureau d'études OTE Ingénierie à 67 Ilkirch, bon, ils ont un bureau à Metz, associé à territoire durable, conseil paysagiste urbaniste à Hayange, et Jean-Christophe Gruat, architecte du patrimoine de Strasbourg, pour un montant de 39 915 € hors taxe, tranche ferme, plus 3 757,50 exactement, oui, pour l'évaluation environnementale et 870 € pour le dossier CDPENAF. Autorise le maire à signer le marché correspondant et les demandes de subvention à intervenir. Et une deuxième délibération, donc la même chose, jusqu'au CDPENAF, et de solliciter la subvention auprès de la CCCE à hauteur de 43,8% sur un montant de 44 542,50, soit 19 511 €. Autorise le maire à faire la demande au titre du fonds de concours. Étant entendu que l'État va nous verser sur ce dossier 5 520 € au titre de la dotation générale de décentralisation. On a déjà eu la notification. Voilà, donc pourquoi 19 511 €? Ben, il faut déduire donc, la subvention qu'on a déjà reçue des 44 542 €. Et ensuite, la communauté commune peut nous verser 50% du montant restant. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces 2 délibérations? Non? Vous êtes d'accord pour les accepter? Merci. Alors, l'acceptation des chèques, tout d'abord. Alors, il y a deux chèques en fait à accepter. Le premier, c'est un chèque d'EDF qui nous rembourse 1 950,29 € sur la consommation électrique de l'éclairage public. Parce qu'ils ont fait un décompte en fin d'année relevé de fin mesurée. On a pu estimer, et donc sur l'éclairage public, il nous rembourse 1 950,29 €. D'autre part, il y a eu un sinistre à Zémin, à Cordélabre, a été renversé donc, au cours de l'automne par un tracteur. Et donc, l'assurance nous a d'ores et déjà remboursé 3 574 € sur un montant de 4 368 €. Et le sol nous sera remboursé donc au vu de la facture de remplacement. Là, ça a été remboursé déjà sur devis. Donc 2 chèques encaissés, Groupama 3 574 et EDF 1 950,29. Ça ne pose pas de problème. Juste une question gérante. Oui. On a le montant global de ce que nous coûte l'éclairage public, juste pour info, sur la facture-là ou pas? Franchement, si tu l'avais là, sinon c'est pas grave. Global, non, mais je peux le retrouver. C'était sur le document. Non, c'est pas sur le document. Juste. Disons que l'électricité, donc bâtiment et éclairage public, c'est 62 000 €. Si on déduit les quelques chèques qui nous ont été refaits, donc c'est un peu moins de 60 000 €. Alors, subvention 2015 aux associations locales.
commission des finances s'est réunie il y a quelques jours. Donc, et vous fait les propositions suivantes. Après avoir constaté donc, que l'ensemble des associations de la commune ont des encaisses au moins égales à les précédentes, sinon plus importantes, la commission des finances vous propose donc de reconduire le montant global qui avait été versé l'année dernière, 21 600 €, étant entendu qu'au cours des 2 années précédentes, l'effort qui a été fait par l'ensemble des associations de la commune était quand même de 4 000 €, puisque près de 4 000 €. Donc c'est la baisse qui a été acceptée par le conseil municipal sur 2 années. Et donc cette année, nous vous proposons de reconduire le montant de 21 600 €, qui se décompose de la façon suivante. UCEP 305 €, Amicale des sapeurs-pompiers, donc là c'est les mêmes que l'année dernière. UCEP 305, Amicale des sapeurs-pompiers 1300, les allumés 460, les AVP 600, le tennis 1900, le judo 3245, Rod Macadam 150, le centre Pelle 300, Crocard 150, et l'APE qui a refait une demande cette année, donc 150 également. Et ces 150 € viennent en déduction des 9 100 € de l'Olympique Rod Macandbal. Donc sa nouvelle subvention s'établirait à 8 950 €. Pardon, je n'ai pas entendu, juste à la fin, Alors l'APE a refait une demande, ce qu'il n'avait plus fait depuis un certain nombre d'années. Donc on leur verserait 150 € au même titre que Crocard et Rod Macadam. Et ces 150 € seraient déduits de la subvention de l'Olympique Rod Macandbal qui s'établirait dans ce cas précis à 8 950 €. Voilà. Et la subvention du handball l'année dernière, ils ne l'ont pas eu. Alors ils ne l'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas fait de demande comme on l'avait demandé. Je sais que le président est en train de finaliser les comptes. Il devrait faire une assemblée générale très prochainement. Parce qu'ils n'ont pas fait d'AG depuis 3 ans. Mais normalement, vous devez quand même de vérifier et d'avoir... Mais vous m'avez pas laissé terminer. Voilà. Et donc j'étais en train de vous dire que l'Olympique Rod Macandbal, au moment de la commission des finances et au moment du conseil municipal, je n'ai pas de demande, si ce n'est qu'elle m'a été promise dans les tout prochains temps, ainsi que le centre Pelt. Donc comme l'année dernière, au moment où on décide des subventions, les associations qui n'ont pas déposé de demande ou qui n'ont pas fait part de leur compte validé par l'Assemblée générale ne toucheront pas la subvention tout de suite. S'ils régularisent par la suite, si dans les prochaines semaines on a les comptes du centre Pelt et de l'Olympique Rod Macandbal, je le soumettrai au conseil municipal à ce moment-là, comme je l'ai fait pour le judo l'année dernière, puisqu'au moment du vote des subventions de l'an dernier, le judo n'avait pas fourni ses comptes. Donc, 2 choses, 21 600 € reconduits, hormis, donc on vote la subvention du centre Pelt et de l'Olympique handball. S'ils nous fournissent les comptes dans un délai raisonnable, on leur versera la subvention. Et sinon, il faudra qu'ils justifient donc, de cet argent suite à leur AG. Les autres associations, la subvention leur sera versée dans les prochaines semaines. Voilà, vous avez fait part des délibérations de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ça? Non? On est d'accord pour valider ces subventions? Merci. Alors là maintenant, les présentations des comptes, c'est une communication. En avant-première du compte administratif qui nous a présenté d'ici quelques semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, on a réussi donc à diminuer les dépenses de fonctionnement. À ma connaissance, c'est la première fois, je n'ai pas souvenance qu'on les ait réduites d'une année sur l'autre. C'est dû à 2 choses. La première, c'est que la communauté de communes, dans le cadre du contrat fiscal, a pris en charge ce fameux FPIC, donc il nous a
soulagé d'une dépense de près de 20 000 euros. Et puis, on a essayé de faire des économies un peu dans tous les domaines, qui vont des salaires jusqu'aux produits administratifs, tout ce qu'il faut à mairie, produits de nettoyage et autres, des bâtiments communaux. On a essayé vraiment de réduire dans tous les domaines. Alors, je vais vous donner les grandes têtes chapitres. Le premier chiffre que je vous donnerai, c'est 2014. Le deuxième chiffre, c'est 2015. Au chapitre 011, charges à caractère général. Alors, je vous laisse faux grâce des centimes. On passe de 149 006 euros à 142 378. 149 006 euros et 142 378. Au chapitre 012, charges de personnel, on passe de 274 259 à 243 552. Les atténuations de charges, c'est là qu'on parle du FPIC, on passe de 34 143 à 14 071. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, donc là on a augmenté, on passe de 112 905 à 136 237. C'est dû aux frais supplémentaires pour le périscolaire, les mercredis qui deviennent d'intérêt communal, et c'est dû également au supplément principalement qu'on a payé à la Polaire, et c'est dû également donc au passage de 8 000 de mémoire à 28 000 euros pour les eaux pluviales qu'on verse à la communauté de communes. Et les intérêts des emprunts passent de 34 509 à 36 809. 34 509 à 36 809. Donc, globalement, on passe de 604 824 à 573 049. Et pour répondre à votre question, Philippe, que tu as posé en commission des finances pour les emprunts, il y a un emprunt qui se termine, un en 2018, un en 2019 et un en 2020. Voilà, j'ai vérifié ce matin. Donc ça, c'est pour les dépenses de fonctionnement. Pour les recettes de fonctionnement, alors, au chapitre 013, atténuation de charges, donc c'est ce que nous rembourse l'assurance pour les gens qui sont en maladie ou en longue maladie. On passe de 15 455 à 14 543. Le produit des services de 14 023 à 9 302. 14 023 à 9 302. Impôts et taxes, donc là ce sont les impôts locaux. On passe de 346 369 à 374 974. Les différentes dotations de l'État et du département, donc de mémoire, l'État, au titre ADGF, nous a versé 13 000 euros en moins, et le département, au titre du fonds départemental de la taxe professionnelle, c'est la reliquat, qui va disparaître l'année prochaine, 8 000 euros en moins. Donc les dotations passent de 195 782 à 173 275. Autres produits passent de 42 732 à 36 985. Et les produits exceptionnels passent de 25 266 à 21 351. Ce qui fait qu'au niveau recettes, on avait 639 639 en 2014. On passe à 630 438. Donc malgré la baisse des dotations de l'État et du département, on arrive à limiter donc la baisse à 9 200 euros. Ce qui fait que, ayant dépensé moins, ayant limité la baisse des recettes, on a un excédent de 57 389,49. Donc au reliquat de fonctionnement, l'excédent 57 389,49 pour une prévision de 60 000. Donc là également, on augmente mécaniquement, puisque l'année dernière, on avait un excédent de 34 000. Voilà, donc ça c'était une communication, si vous avez des questions complémentaires à poser. Donc en investissement, on
En investissement, on a soldé nombre de dossiers engagés les années antérieures. On a soldé l'aménagement de la rue du Luxembourg par un versement en 2015 de 57 886,67. L'aménagement rue Saint-Nicolas Chemin de Ronde, on a soldé également avec un versement de 59 709,76. Pour l'enfouissement des réseaux rue du Vieux-Chêne, Vieille-Forge, on a versé 200 626,06. 200 626,06. Ce dossier n'est pas soldé. Pour la chapelle de Zemal, chauffage, on a versé 7 773,60. 13 254,34 pour l'installation PMR du foyer. Pour 1087,15 pour les illuminations. Grosse réparation aux bâtiments communaux 4010,12, poteaux d'incendie route de Thionville 6427,70 et 16 050 pour le passage piéton au cimetière. Ainsi qu'un remboursement de taxes d'aménagement de 1495 et le capital des emprunts s'élève à 70 005 €. Donc total des dépenses d'investissement 452 038,62. 452 038,62. En recette, on a touché 15 000 € du département à solde sur le restaurant périscolaire. Vous voyez un peu le décalage. Le restaurant a servi depuis septembre 2014. Pour la rue Saint-Nicolas Chemin de Ronde, on a touché 24 589,97 du département. On a encore environ 45 000 à toucher. On a touché 34 159,50 pour le local multiservice, une avance de la région ainsi qu'une avance sur la DETR, 10 941. On a touché 589 de la communauté de communes pour renforcement des créances publiques, 60 980 de la communauté de communes pour l'enfouissement des réseaux rue du Vieux-Chêne et les Forges, 10 906 € d'avance de la DETR pour le chemin piétonnier Bérézin. Chapelle de Zemin, comité de commune 3239. Installation PMR foyer 5521 de la communauté de commune. L'emprunt de 250 000 euros. Le FCTVA, on a eu un remboursement de 79 220,93. Se rajoute 96 224,99 de taxes d'aménagement sur les différentes nouvelles constructions ou additions constructions. 34 814,34, c'était l'excédent de 2014. Et on a touché ces 70 000 de la caisse de dépôt et consignation à travers le plan de relance FCTVA. Donc total 696 185,73, ce qui nous laisse un excédent d'investissement de 244 147,11. Et comme je l'ai expliqué à la commission des finances, ce fonds de roulement va nous permettre d'entamer donc les deux chantiers importants de l'année 2016, à savoir le local multiservice dont les travaux ont démarré aujourd'hui et le chemin piétonnier Bérézin, dont j'attends incessamment les résultats de l'appel d'offres qui a eu lieu à la communauté de communes. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc ça c'est une communication. Ces chiffres et les états nous seront donnés au moment du vote du compte administratif d'ici quelques semaines. Ouais, je vous ai entendu dire qu'il allait y avoir 3 emprunts qui allaient être clôturés dans les 3 années à venir. Bon, si on peut avoir une idée des montants, ça serait quand même indicatif. Et est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'encours global cumulé de l'emprunt? Je vous donnerai tous les chiffres. On était à 600 000, un peu moins ce qu'on a remboursé. En 2015, on a remboursé 70 et 36, ça fait 106. Donc on devrait être autour de 500 000. Je vous donnerai les chiffres exacts, puisque s'il y a un tableau qui doit être joint au budget primitif, qui vous sera présenté d'ici quelques semaines. Mais je n'ai pas dit que les emprunts étaient terminés dans les 3 prochaines années. Donc il y aurait un emprunt qui serait soldé en 2018, 2019, 2020. Oui, dans les prochaines années. 2016, 2017.
finances. Et donc j'ai vérifié ce matin les 3 emprunts qui se terminent. De mémoire, les 3 emprunts qui se terminent, c'est un emprunt de, je crois, 2 emprunts. J'ai pris les documents, peut-être que je les ai pris. Alors, l'emprunt qui se termine en 2018, c'était déjà c'était un emprunt d'Avexia qui devait être à l'origine de 250 000 et qui avait été repris, et qui était donc, le montant initial était à 210 724,69. Celui-là se termine le 1er mai 2018. Ensuite, on a un emprunt du Crédit Mutuel de 150 000 qui se termine le 30 novembre 2019, et un emprunt à la Dexia de 200 000 qui se termine le 1er mars 2020. D'ici la fin du mandat, il y a 200, 410, 510, 560 000 d'emprunts au capital à l'origine. Les 200 000 juste qui se terminent en 2020, c'était quelle opération? C'était quel financement? Alors, les 200 000 qui se terminent en 2020, je crois que c'était pour l'école primaire, puisqu'il a été fait en 2005, donc c'était l'année des fins de travaux à l'école primaire. Voilà. Et l'encours exact, je vous le donnerai. Voilà. Donc ça, c'était une communication. Donc maintenant, je vais vous présenter le report des crédits d'investissement. Donc c'est les travaux qu'on avait prévus au budget primitif ou supplémentaire de 2015, qui n'ont pas été réalisés ou qui ont été réalisés partiellement, et pour lesquels il nous faut reporter des crédits pour pouvoir payer les factures d'ici au moins le vote du budget primitif, fin mars ou début avril. Voilà. Donc ces crédits d'investissement reportés ne peuvent pas être supérieurs à ce qui reste à reporter au budget primitif et supplémentaire de 2015. Un exemple, si il reste 200 000 € sur une opération, on ne peut pas en reporter 210 000. Donc on peut en reporter 200 000 ou moins. Deuxièmement, on reporte les crédits en dépenses et en recettes. Forcément, les recettes sont inférieures aux dépenses, puisque les recettes ne concernent que les subventions. Et pour que ces crédits soient acceptés, il faut que le total des recettes, plus le reliquat, soit supérieur aux dépenses reportées. C'est-à-dire qu'il faut que les dépenses qu'on reporte soient compensées par des recettes à venir, plus le fonds de roulement au 31 décembre. Et donc le fonds de roulement au 31 décembre étant assez important, on peut reporter quasiment toutes les dépenses qu'on souhaite, en les limitant quelque peu, et on les complétera donc au budget primitif 2016. Donc on reporte 17 327 € de la rue des Bergers, jardin principal ERA, remplissement de réseau à Folbach. Donc il reste une facture à solder de la première tranche d'enfouissement du village de Folbach, c'est pas soldé. Le local multiservice, on reporte 200 000 € et on abondera au budget primitif si c'est nécessaire. On reporte 800 € de renforcement de l'éclairage public. On reporte 13 497 €, c'est ce qui reste, les gars, sur l'opération ERA, rue du Vieux-Chêne, Vieille Forge. 200 000 € sur le chemin piétonnier vers Ézin. 1 000 € pour de l'outillage, s'il y a besoin d'acheter un outil pour les ouvriers communaux dans les semaines qui viennent. On a toujours les 2 000 € de la création du fossé à Folbach, c'est toujours pas fait. Il n'y a que commandé à l'automne. 5 000 € si on a une grosse réparation dans un bâtiment communal, il c'est le poids du budget. 23 444 € pour les boiseries de la chapelle de Zemin
Les travaux ont démarré déjà il y a 2 ou 3 mois, mais il ne nous a pas envoyé de facture, ça serait tardé. Et 7 500 € qui ont été reportés également pour des aménagements de sécurité sur la commune. Donc total, 470 568. Les recettes correspondantes, on a encore à toucher 45 000 €, 45 828 exactement du département sur l'aménagement rue Saint-Nicolas, chemin de Ronde. 41 353 € de l'État sur le multiservice. 25 532 € pour la DETR sur le multiservice également. Sur l'enfouissement des réseaux rue du Vieux-Chêne, Vieille-Forge, le département ne nous a rien versé. Donc la subvention s'est élevée à 115 662, on va la reporter. Chemin piétonnier vers les 3 000 € de l'État, 27 229 de la communauté de communes et 25 449 de la DETR. 4 100 € de la communauté de communes pour la grosse réparation sur les bâtiments communaux. Boiserie de la Chapelle de Zémin, 7 033 de l'État, 8 200 de la communauté de communes, 3 125 de la communauté de communes sur l'aménagement de sécurité et 4 100 de la communauté de communes sur le passage piéton du cimetière. Donc on a demandé 5 000, on aura 5 000, mais on avait prévu 4 100 au budget, donc on peut reporter que 4 100. Donc total des recettes à venir, 310 611. Donc le reliquat que je vous dis tout à l'heure fait le complément. Donc on peut reporter 470 568 en dépenses et 310 611 en recettes. Et bien sûr, on abondera ces sommes si c'est nécessaire au budget primitif et on y ajoutera les nouveaux programmes, donc PLU, ORG, etc. Au budget primitif avec les recettes à venir. Voilà. Donc ce soir, il nous faut valider ces reports de crédit pour qu'on puisse payer les factures en instance et les factures à venir jusqu'au vote du budget primitif. Des questions? On a relancé le département parce que ça reste aujourd'hui le plus grand. Alors on a relancé le département, on n'arrête pas de relancer et ça rentre goutte à goutte. On a réussi à rentrer 15 000 € du restaurant périscolaire qui traînait. On les a rentrés là au mois de décembre. Au niveau de la commune, on a rentré une petite somme de 24 ou 25 000 € sur le chemin de Ronde. Bon, ça ne concerne pas le budget communal précisément, mais au syndicat des eaux, on a touché le solde pour la station de déferrisation là, juste avant Noël. Alors, la station de déferrisation est en service depuis juillet 2014. Voilà. Donc on n'arrête pas de relancer, mais le département nous dit, on paye au fur et à mesure que nous, on est les crédits, on a l'argent. Donc il y a des, je l'ai dit en commission des finances, il y a pas des communes qui sont plus mal loties que nous. Hein. Les communes de Cattenom, ils n'ont pas les mêmes difficultés que nous, mais bon, l'argent c'est de l'argent. Ils doivent toucher 400 000 € sur les vestiaires ou sur le terrain de foot, les travaux sont terminés. Mais on relance constamment, et d'ailleurs les employés, les fonctionnaires du département ne savent plus quoi dire parce que ils sont harcelés de tous les côtés et ils n'ont pas de réponse. Alors, pour l'instant, ben, on inscrit ces sommes dans le budget, dans les reports, et puis on pense par d'autres. On a été notifié. Oui, c'est notifié. On a même le courrier comme quoi il dit que notre dossier envoyé avec les demandes de subvention et les justificatifs est complet, mais qu'on sera payé lorsque voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec le report des crédits d'investissement? Oui. Ok, merci. Avenant numéro 1 à la convention foncière avec le PFL. De quoi s'agit-il? Donc on a été
relancée par le PFL pour modifier l'article 1er de la Convention, donc l'article, modification de l'article 4 de la Convention du 18 décembre 2014. Alors de quoi s'agit-il? Pour préparer cette Convention, on avait délibéré ici même, en septembre 2014, le 3 septembre précisément, et à l'époque, le conseil municipal demandait la mise en place d'une convention opérationnelle centre-bourg avec le PFL. Le conseil municipal avait pris connaissance des conclusions de l'étude de faisabilité du schéma de développement commercial et touristique. On a sollicité le PFL pour la rédaction d'une convention de veille active et de maîtrise foncière opérationnelle. On a décidé d'ores et déjà le transfert de son droit de préemption pour les immeubles suivants, section 2, numéro 197, section 2, numéro 36 et 198, section 1, numéro 125 et section 1, numéro 290. Et surtout, on avait dégagé un budget de 300 000 € pour les opérations d'acquisition à venir selon l'estimation de France Domaine pendant la durée de vie de la Convention. Or, sur ces 300 000 €, on vient donc, à travers l'acquisition de la maison Stark et des frais d'honoraires, des honoraires du notaire, d'approcher donc les 200 000 €. Donc le PFL nous a sollicité pour abonder cette somme au cas où le conseil municipal déciderait de faire une acquisition d'un autre bâtiment qui serait sur le marché. Pour la bonne et simple raison que le PFL, à l'heure actuelle, donc 300 000 €, si cette acquisition dépassait 100 000 €, on ne pourrait pas la réaliser. Et le PFL ne pourrait pas la réaliser, devrait nous dire non, nous n'avons pas prévu ce budget parce que vous ne l'avez pas demandé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le PFL nous dit essayez de décider assez rapidement, compte tenu du fait qu'ensuite cet avenant devra passer à notre conseil d'administration, mais devra également être validé par la communauté de communes de Cattenom et environ, compte tenu du fait que notre convention découle d'une convention cadre signée entre le PFL et la communauté de communes. Voilà. Et le conseil communautaire se réunissant une fois par trimestre, et pas plus, il faut prendre un tout petit peu les devants. Donc le nouvel article serait rédigé de la façon suivante. Article 1, donc c'est un avenant numéro 1 à la convention foncière, qu'on a signé, entre bien sûr la communauté de communes de Cattenom, la commune et l'établissement public foncier de Lorraine. Article 1, modification de l'article 4 de la Convention du 18 décembre 2014. L'article 4 de la Convention du 18 décembre 2014 est désormais rédigé comme suit. Afin de permettre à la collectivité de mettre en œuvre son opération telle qu'exposée à l'article 3, le PFL est habilité à procéder à l'acquisition des biens situés dans le périmètre opérationnel défini à l'article 1er et en assurer la gestion. L'enveloppe prévisionnelle de l'opération s'élève à 380 000 € hors taxes, intégrant notamment les coûts liés à la gestion et les frais liés à l'acquisition foncière. Donc on passerait notre crédit en quelque sorte ouvert à l'EPFL de 300 000 à 380 000. Si une acquisition devait se faire ou était susceptible de se faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, puisque la convention elle est quand même signée pour 5 ans, bien sûr, la demande serait faite au conseil municipal avant de demander à l'EPFL d'acquérir ce bien ou de préempter pour ce bien, puisqu'on modifie le montant ouvert au niveau de la convention. Voilà. Et j'ai été assez clair. Il y a des questions à vous poser? Moi, je trouve qu'on a eu l'opportunité, en fait, d'acheter le bien le plus intéressant dans les 4 désignations qui avaient été faites, puisque l'autre, c'est Frenzy, l'espèce de ruine qui est à côté du local multiservice. Ce n'est pas des bâtiments qui sont très... qui, même si demain ils étaient à vendre, qui représenteraient une grosse somme. Je ne pense pas non plus qu'il faille maintenant qu'on s'évapore dans tous les sens,
municipal de cette place. On pourra déjà s'estimer heureux si un jour on arrive avec l'endettement qu'on a et tout, parce qu'il faudra quand même tout peser, à réaliser ce bâtiment après le multiservice. Donc moi, si ça peut vous faire plaisir d'augmenter la somme, parce que quelque part, vous nous demandez de gonfler un peu la tirelire pour que si demain, bien, bon, en sachant que la maison d'ailleurs, s'il était assez clair, s'il est même vu m'en parler, il ne le mettra jamais en vente, puisqu'il compte même le fils compte résider dedans. Donc partant de là, il reste 2 brouillères, comme on les qualifie, et je pense que 100 000, c'est bien largement, parce que si je ne me trompe pas, il resterait 100 000 de la cagnotte. Ouais. Largement suffisant pour couvrir les besoins qu'on aurait. Alors bien sûr, il y a peut-être, mais là vous pourrez peut-être nous en dire un mot, le local attenant au multiservice, donc ce qui a été commencé en travaux, je ne sais pas où ça en est, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est réellement propriétaire de ce bien, parce qu'on entend tout dire, qui reviendra à l'ancien propriétaire ou autre, est-ce que c'est ce bien qui éventuellement serait intéressant à votre avis? Mais sinon, moi, pour les autres, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt, et je pense que la réserve qu'on a de 100 000 suffirait largement à couvrir. Bon, maintenant, ça ne nous encule pas, hein. Ce n'est qu'une autorisation de crédit, c'est qu'une ligne de crédit. Je vous donne juste mon avis, mais moi je me félicite juste que la maison Stark soit rentrée maintenant, qu'elle appartienne prochainement à la commune, puisqu'on n'est pas propriétaire pour l'instant. Mais voilà, et je pense que quand on aura mené à bien ce dossier-là, si on arrive à remplir ça en termes de commerce. Alors en ce qui concerne le bâtiment attenant au multiservice, moi je vous dis ce que je sais, hein. Maintenant est-ce que c'est la vérité, en tous les cas c'est ce qu'on m'a dit. Donc il y a une personne qui avait signé une promesse de vente, donc c'est la personne qui a fait les dalles, qui a construit l'intérieur, et qui d'ailleurs l'avait fait à ma demande, parce que je crois que si ça n'avait pas été fait, le bâtiment ne serait plus debout aujourd'hui. Donc il a fait les travaux, il avait signé une promesse de vente, il avait également une promesse d'achat, il avait également la promesse verbale d'un organisme financier, d'une banque, pour lui prêter non seulement l'argent pour l'investissement, mais également pour l'acquisition. Et malheureusement pour lui, la banque en question, qui se nomme Dexia, a fait faillite. Et est-ce qu'il a été présomptueux ou non? En tous les cas, il a fait les travaux, la banque l'a autorisé verbalement à faire les travaux, à valoir sur un prêt qui serait accordé, qui était accordé soi-disant. Et donc la personne en question a fait confiance à la banque, mais malheureusement la banque a fait faillite. Et donc ensuite, il s'est adressé à d'autres banques, mais il n'avait plus d'apport personnel, puisque l'argent de son apport personnel, il l'avait mis dans le bâtiment. Donc il n'a plus réussi à avoir de prêt. Donc il n'a jamais pu concrétiser la promesse de vente qu'il avait signée. Donc la banque appartient à l'ancien propriétaire, qui est M. Gass Alexandre, à qui j'ai fait des courriers à n'en plus finir, qui ne s'est jamais manifesté. Et M. Gass, lors du dernier courrier, s'est manifesté parce que je l'ai en quelque sorte mis en garde que si ce bâtiment se dégradait encore davantage, je serais amené à le faire consolider à ses fonds. Et donc là, il s'est manifesté auprès de son avocat, qui est également le mien. Et on s'est retrouvé chez l'avocat et on a discuté. Donc actuellement, il serait vendeur. Mais bon, après, il faut discuter du prix. Non seulement c'est une ruine, mais on aurait tout à gagner un jour s'il s'était effondré, parce que ça aurait dégagé un peu la place de la fontaine, et ça aurait fait que du bien. Moi, juste Voilà, une remarque, moi je sais. juste une remarque par rapport à ce qu'on avait déterminé à l'époque. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que la petite maison qui est en vente après les 2 tours aujourd'hui, qui est en vente, elle aurait peut-être un intérêt aujourd'hui peut-être pour la commune, autrement plus intéressant que certaines des ruines qui restent là, parce que est-ce qu'on veut uniquement être sur cette place? Je ne sais pas, parce que ce bien, pour faire de la location, il n'est pas idéal, mais demain, ça serait peut-être une question à se poser, hein, parce que vu c'est quand même une des entrées du village, ça pourrait
je ne m'oppose pas à ce que vous montiez la tirelire. Il faudrait peut-être juste réfléchir au choix, parce que sur la place là, moi je trouve que le reste, ça serait stupide d'acheter quoi que ce soit. D'autres, surtout avec le bien qu'on vient d'acquérir. C'est vrai que la maison de l'octroi, il faudrait quand même y penser si en plus ça rentrerait dans 100 000. Oui, sauf que moi je veux bien acheter, mais Si on doit faire un- le PFL, pour accepter de signer la convention avec nous, nous a commandé une étude touristique et économique, et cette étude a déterminé l'emplacement intéressant pour l'acquisition du bâtiment sur la place de la Fontaine, sur la place du Lavoir. Et donc, notre choix, parce que notre premier choix, c'était porté sur différentes maisons dans différents endroits de la commune, celles qui nous semblaient les plus intéressantes. Et ce choix n'a pas été validé par le PFL au motif que c'est cette place qui était pour eux intéressante, voilà, dans l'optique de ce qu'on veut faire. Non, mais sur Alors la si maison, on veut un jour acheter cette maison de l'octroi, moi je ne suis pas opposé, mais ça suppose déjà de savoir ce qu'on peut y faire. Voilà. Et deuxièmement, ça suppose de négocier avec le PFL pour qu'ils acceptent de changer donc leur fusil d'épaule et de dire, bon, effectivement sur la place de la Fontaine, le bâtiment le plus intéressant, on est propriétaire pour le compte de la commune, peut-être que ça vaudrait le coup de... Voilà. Vous achetez hors proportion. Oui. Si, il n'y a rien. Bon, moi je connais un peu le bâtiment, il est intéressant de par son emplacement à la porte de Sierre, mais pour en faire quoi? Pour l'acheter en association, enfin, c'est peut-être idéal, mais avec les BP. Maintenant, la vieille branche, il faut savoir quand même, il faut avoir deux intérêts, soit de dégager la place, Moi, elle serait intéressante. soit Ouais, il faut savoir que la moitié, une temps, la fait dans donc, Il y a une partie que dans la cour, une bonne partie que dans la cour générale. c'est une partie que Il faut discuter avec les vieilles, moi je ne suis pas opposé, mais voilà. C'est ça. le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Elle faisait partie de la Et c'est pas c'est le fait qu'il Non. Ok. On réfléchit à toutes ces questions. Hein. Est-ce que on signe la convention avec le PFL? Tout le monde est d'accord? Merci. Parce que le PFL, en fin de compte, comme ils se sont avancés pour la commune, Oui. et comme on ne va pas acheter tout de suite, ils prennent des intérêts. Non. 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 Ils payent tous les frais, On a juste à rembourser ce que les impôts, et on rembourse ce qu'ils ont déboursé. D'accord. C'est bon. Et ils le conservent comme ça combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ah. Et si on arrive à justifier que dans les 5 ans, on n'a pas pu, pour différentes raisons, ça peut être prolongé de 5 ans supplémentaires. Alors, en fin d'année, j'ai reçu tous les employés de la commune, enfin tous les titulaires pour un entretien individuel, hein, qui est maintenant obligatoire et ce qui remplace ce qui était précédemment avec des notes que le maire a attribuées. Donc Monique Claire, je l'ai reçue comme tous les employés, donc je vais vous proposer une augmentation de son nombre d'heures hebdomadaires au motif que on avait passé sa durée hebdomadaire de travail de 27 à 29 heures en 2014 pour tenir compte des nouveaux rythmes scolaires et de la classe le mercredi matin. Hein. Donc là, à ce niveau-là, c'est une estimation, hein, puisqu'on sait très bien le nombre d'heures qu'elle fait pendant le temps scolaire, mais ensuite le salaire est lissé sur 12 mois, donc les mêmes salaires pendant 12 mois. Elle a fait quelques heures supplémentaires par rapport à ça. Donc la première année de fonctionnement, elle était payée sur 1330 heures et elle en a effectivement réalisé 1380 heures. Voilà.
52 heures de plus. Et elle a accepté donc, à la demande, donc, suite aux mesures de sécurité qui ont été prises, elle a accepté de venir 10 minutes avant, donc à 8h35 au lieu de 8h45. Bon, ça a l'air de rien, comme ça 10 minutes, mais sur une année, ça fait des heures. Vous allez me dire, les mesures de sécurité ne vont peut-être pas durer. Je crois qu'elles risquent de durer assez longtemps, c'est parti. Mais de toute manière, cette demande des 10 minutes était déjà latente depuis un certain nombre de mois, sinon d'années, de la part de la directrice de la maternelle. C'était une demande qui était déjà formalisée depuis longtemps et qu'on n'avait pas honorée jusque-là. Donc là, on l'a tout de suite honorée dès qu'on a vu les textes qui sont parus au niveau suite aux attentats. Hein. Voilà. Donc l'un dans l'autre, ce que je vous propose donc, c'est de passer le taux, la durée hebdomadaire de travail de Monique de 29 à 30 heures. Et puis on fera le point dans un an. Normalement, ça devrait compenser l'horaire. Donc la délibération serait la suivante. Vu la délibération numéro 7 du Conseil municipal du 2 septembre 2014 modifiant la durée hebdomadaire de travail de Monique Claire de 27 à 29 heures suite à la modification des rythmes scolaires. Vu le dépassement des heures effectuées par Monique Claire par rapport aux prévisions pour l'année scolaire 2014-2015, vu la présence de Monique Claire dès 8h35 tous les matins afin d'être en conformité avec les mesures demandées par l'état d'urgence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la révision du temps de travail de Monique Claire comme suit. La durée hebdomadaire de Monique Claire passe de 29 à 30 heures et que vous autorisiez à prendre un arrêté de modification de son temps de travail. Voilà. On est d'accord? Oui. Ensuite, donc comme tous les ans, la FAD nous demande une subvention. Donc, je vous propose de renouveler la subvention de 100 € et nous indique donc, nous retrace ce qu'ils apportent aux personnes qui font appel à eux. Et ils nous disent qu'à Rodemack, 16 personnes ont été aidées au jour de l'année passée par leur service. Alors, donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de reconduire la subvention de 100 € pour la FAD. Voilà. Moi j'en ai terminé. Si vous voulez bien signer les registres. N'oubliez pas de signer les conseils où vous étiez présents.